Il ne cherchait pas à être sensationnel. Il remettait en question la version de l'histoire que nous avons tous entendue. Alors que révèle exactement Norman et pourquoi tant d'historiens l'écoutent-ils soudainement? Commençons par la partie de l'histoire que personne n'attendait, car c'est là que le mystère commence. L'interview de Joe Rogan que personne n'attendait. Lorsque Norman Ohler s'est assis en face de Joe Rogan, c'était censé être une conversation sur l'histoire cachée de l'Allemagne nazie, en particulier son best-seller Blitzed, qui révélait l'implication profonde du Troisième Reich avec l'usage de drogue. Bien qu'il ait critiqué la dégradation morale et physique des Allemands sous la République de Weimar, les plans d'Hitler pour les hommes de son Reich n'étaient guère meilleurs. Ohler dresse un tableau sombre des années sous le régime nazi. L'utilisation de la méthamphétamine était courante, soutient-il dans son livre, notamment sous la forme de pervitine. La drogue a été fabriquée en énormes quantités. Par exemple, 35 millions de comprimés ont été commandés pour la campagne de l'Ouest en 1940. Cela semble un chiffre impressionnant jusqu'à ce que l'on se rappelle que plus de 2,5 millions de troupes étaient impliquées, ce qui donne une moyenne d'environ 15 comprimés par soldat pour toute l'opération. Ohler va bien plus loin que de prétendre que la méthamphétamine était centrale dans l'effort militaire allemand. Il affirme que son utilisation était universelle parmi la population civile allemande également. Pour l'homme ordinaire, le pervitine est devenu un article de consommation courante bien avant la guerre. Ohler fournit de nombreux détails sur le régime de médicaments auquel Hitler était soumis par son médecin personnel Theodor Morell, surtout pendant la guerre. Ces médicaments, surtout le pervitin et l'utocol, un dérivé analgésique de la morphine, propulsaient Hitler dans un monde de délire, dans lequel les défaites et les désastres des 2 dernières années de la guerre pouvaient être balayés comme étant sans importance. Sa confiance induite par la chimie renforçait sa détermination et le poussait à rejeter toute pensée de compromis. Les généraux qui voulaient organiser des retraits tactiques étaient écartés par Hitler, intoxiqué par l'euphorie artificielle induite par les pilules et les injections fournies par Morell. C'est pourquoi certaines personnes ont du mal à la croire qu'il s'est suicidé lorsque les Alliés sont arrivés, conclut-il en haussant les épaules. Il était trop euphorique pour faire un tel choix. Ce commentaire fugitif presque trop décontracté a fait lever les sourcils de Joe et dire « Attendez, il y a des gens qui pensent que Hitler n'est pas mort dans le bunker. » C'était le moment où tout a changé. Norman Ohler n'est pas un youtubeur en quête de clics. Ce n'est pas un théoricien du complot avec un agenda. C'est un journaliste d'investigation chevronné, un chercheur qui a passé des années à fouiller dans des archives poussiéreuses à travers l'Allemagne et la Russie. Sa réputation repose sur la découverte d'histoires enfouies sous des récits officiels soutenus par des documents et non par des fils de discussion sur Internet. Donc, quand quelqu'un comme lui laisse même entendre que le récit accepté de la mort d'Hitler pourrait être incomplet, les gens écoutent. Joe Rogan l'a fait. Le studio est devenu silencieux un instant, ce qui est rare dans JRE. Puis Ohler a précisé « Je ne dis pas qu'Hitler a définitivement échappé. Je dis que nous avons peut-être été trop rapides à clore cette affaire. » Il a souligné combien de dossiers d'après-guerre sont restés scellés pendant des décennies, comment les renseignements des soviétiques et des alliés étaient en conflit, et comment l'histoire que nous connaissons tous, selon laquelle Hitler s'est tiré une balle dans la tête dans le bunker. Le 30 avril 1945 reposait largement sur des témoignages de personnes qui étaient soit profondément loyales envers lui, soit sous une pression extrême des forces d'occupation. Ce n'est pas que Norman essayait de réécrire l'histoire. S'il faisait quelque chose, c'était essayer de la rouvrir. L'histoire est racontée par ceux qui survivent, a-t-il dit. Mais parfois, ce qui survit n'est pas la vérité. C'est juste la version qui était commode à l'époque. Joe s'est penché en avant, visiblement intrigué. Ce n'était pas une digression sauvage, c'était mesuré, précis. Et c'est pourquoi cela a eu un impact plus fort. Ohler ne vendait pas une théorie. Il posait une question. Pourquoi, par exemple, n'y a-t-il jamais eu d'autopsie confirmée par des parties indépendantes ? Pourquoi les rapports soviétiques sur la mort d'Hitler ont-ils continué à changer au fil des ans ? Et pourquoi les dirigeants occidentaux, y compris Eisenhower et Staline, étaient-ils réticents à confirmer qu'Hitler était vraiment mort dans le bunker ? Ohler a souligné que l'histoire n'est pas faite de certitudes. Elle est faite d'histoires assemblées à partir de sources limitées, souvent influencées par la peur, la politique, ou le simple besoin de passer à autre chose. La conclusion n'était pas qu'Hitler avait survécu. La conclusion était que des personnes comme Norman Ohler, ayant accès à des documents classifiés et à des témoignages de première main de personnes vivant encore dans les ombres d'après-guerre, commencent à poser des questions qui étaient auparavant interdites. Et cela a amené Joe à dire ce qui finirait par figurer sur la miniature de chaque clip.
Il est temps de tout dire. Cette phrase ne visait pas à attiser la controverse. C'était une question de curiosité. Devoir enquêter même quand le monde pense qu'une histoire est close. Parce que si un historien respecté commence à se demander si la fin la plus définitive du XXe siècle pourrait ne pas être si définitive après tout, il faut se demander que nous avons nous encore manqué l'histoire du bunker qui ne s'additionnait jamais complètement. L'histoire officielle enseignée dans les écoles et répétée dans les documentaires depuis des décennies est simple et définitive. Le 30 avril 1945, alors que les forces soviétiques se rapprochaient de Berlin, Adolf Hitler mit fin à ses jours dans le Führerbunker. Il avala une capsule de cyanure et se tira simultanément une balle. Sa partenaire de longue date, Eva Braun, fit de même. Des membres loyaux du personnel brûlèrent les corps dans le jardin au-dessus du bunker et enterrèrent ce qui restait. Et tout à coup, la figure la plus infâme du XXe siècle disparut. Mais plus vous creusez dans ce récit, moins il devient solide. C'est exactement ce qui a attiré l'attention de Norman Ohler. Au cours de ses recherches, il a découvert que ce récit reposait largement sur des témoignages soviétiques de seconde main et des témoins allemands qui étaient soit fanatiquement loyaux, soit terrifiés pour leur vie. Il n'y avait pas d'autopsie publique, pas de restes largement acceptés et vérifiés de manière indépendante. En fait, pendant des années, les soviétiques ont refusé de partager toute preuve physique que Hitler était réellement mort dans le bunker. Quand ils l'ont finalement fait, c'était un fragment de crâne partiel et quelques dents que de nombreux historiens ont remis en question en silence. En 2009, des chercheurs américains ont examiné le crâne et ont conclu qu'il appartenait à une femme de moins de 40 ans. Peut-être Eva Braun, mais certainement pas Hitler. Alors que s'est-il passé, Ohler ne prétend pas savoir exactement, mais il pose des questions que peu osent poser. Pourquoi avons-nous accepté une version si floue des événements comme vérité historique ? Comme il l'a dit à Joe Rogan, c'est censé être la mort la plus conséquente du XXe siècle et pourtant c'est celle qui repose sur les preuves les plus faibles. C'est une observation glaçante. Les derniers moments d'un homme dont les actions ont causé des millions de morts, dont le visage est synonyme de mal, et nous n'avons même pas de corps. L'histoire qui nous a été racontée repose sur des déclarations du cercle rapproché d'Hitler, de son valet, de ses secrétaires et des gardes SS. Ils ont été interrogés par les forces soviétiques, parfois sous une pression immense. Certains ont donné des rapports contradictoires. L'un a dit que Hitler s'était effondré après le coup de feu. Un autre a dit qu'il était déjà mort avant que le coup ne soit tiré. Certains ont dit que les corps avaient été complètement brûlés. D'autres ont insisté sur le fait qu'ils ne l'avaient été que partiellement. Et puis il y a Staline. Après la guerre, le leader soviétique a publiquement affirmé que Hitler avait échappé à la capture. Était-ce de la désinformation ? Était-ce un mouvement politique pour garder les Alliés dans le flou ? Peut-être. Mais cela soulève même d'autres questions. Pourquoi tant de doutes, à moins qu'il n'y ait eu des doutes dès le départ ? Le bunker lui-même a rapidement été scellé, puis détruit. La scène de crime a disparu. Les preuves étaient fragmentées et l'histoire a avancé. Le point de Ohler n'est pas de vendre un complot, c'est de demander pourquoi les historiens se sont contentés de si peu lorsqu'il s'agissait de confirmer le destin d'Hitler. La barre pour les preuves dans d'autres crimes de guerre, Nuremberg par exemple, était exceptionnellement haute. Mais dans le cas d'Hitler, des témoignages vagues de témoins oculaires et des fragments détenus par les soviétiques qui sont apparus des décennies plus tard. Il est facile de dire que l'histoire officielle est correcte simplement parce que c'est ce que nous avons toujours su. Mais le défi d'Ohler est plus profond. Si cette histoire tient qu'elle soit confirmée sans aucun doute. Si elle ne tient pas, pourquoi n'avons-nous pas regardé de plus près ? Dans ces mots, le monde a accepté l'histoire dont il avait besoin, pas nécessairement celle qui était vraie. Et pour l'audience de Joe Rogan, cette réalisation a eu un fort impact. L'idée que la mort la plus décisive de l'histoire moderne aurait pu être résolue trop proprement, trop rapidement et avec trop peu de scrupules était stupéfiante au-delà des mots. L'Amérique du Sud, la piste qui refusait de se refroidir. Au moment où Norman Ohler s'est assis en face de Joe Rogan, le sujet avait changé des incohérences du bunker à quelque chose de beaucoup plus troublant, les longues et sinueuses routes d'évasion qui menaient de l'Europe d'après-guerre au coin dense et non gouverné de l'Amérique du Sud. Ce n'étaient pas des théories, ce étaient des faits. Connus sous le nom de Ratlines, ces réseaux secrets ont aidé des dizaines voire des centaines de fonctionnaires nazis à échapper à la justice après la Seconde Guerre mondiale. Certains ont été aidés par des membres du clergé sympathique. D'autres avaient des documents falsifiés. Mais le résultat était le même.
Un exode silencieux à travers l'Italie et l'Espagne, à travers l'Atlantique, et vers des endroits comme l'Argentine, le Chili, le Paraguay et le Brésil. Des figures de haut rang comme Adolf Eichmann, l'architecte de l'Holocauste, ont été capturées à Buenos Aires des années plus tard. Joseph Mengele, le médecin infâme d'Auschwitz, a vécu librement en Amérique du Sud pendant des décennies. Si ces noms pouvaient disparaître dans les jungles et les villes de l'hémisphère sud, alors la question devient pourquoi pas Hitler? C'est exactement ce que Höller a souligné lors de son apparition sur le GRE, il ne prétendait pas qu'Hitler avait définitivement échappé. Il soulignait que l'infrastructure pour le faire existait absolument, et que pour quelqu'un d'aussi puissant et ingénieux qu'Hitler l'option était réelle. Höller a ensuite sorti quelque chose d'inattendu, une série de documents déclassifiés du FBI, des mémos des années 1940 et 1950 qui révélaient que des agents américains continuaient de recevoir et d'enquêter sur des rapports de sighting d'Hitler des années après la fin de la guerre. Certains de ces rapports étaient vagues, d'autres étaient menés terriblement spécifiques. Un homme ressemblant à Hitler, vivant dans un village de style allemand en Argentine entouré de gardes du corps. Un mémo a qualifié la source de fiable, mais l'enquête a été close faute de preuves tangibles. Les yeux de Joe Rogan se sont écarquillés. Attendez, s'ils étaient sûrs qu'il était mort, pourquoi s'intéressaient-ils même à ces histoires dans les années 50? C'était une question légitime. La réalité était que même les Alliés n'étaient pas entièrement unifiés dans leur confiance quant à la mort d'Hitler. Le renseignement britannique soupçonnait Staline de mentir sur ce qu'il savait. Les responsables américains ont discrètement compilé des renseignements liés à l'évasion pendant des années. Les soviétiques, pour leur part, ont délibérément alimenté les rumeurs selon lesquelles Hitler avait échappé à la capture, peut-être pour semer le doute parmi leurs homologues occidentaux, peut-être parce qu'ils n'étaient pas entièrement sûrs non plus. Höller a mentionné des interviews qu'il avait menées en Argentine, des locaux qui se souvenaient d'hommes allemands plus âgés s'installant dans des zones reculées dans les années 1950. Aucun nom n'a été partagé, aucune photo n'existait. Mais le folklore était cohérent. Quelqu'un de puissant était arrivé, quelqu'un d'important. Dans une ville, il y avait même des rumeurs d'une petite maison enfouie dans la jungle où les étrangers n'étaient jamais les bienvenus. Bien sûr, les histoires peuvent être juste cela. Mais le point de Höller n'était pas de transformer le folklore en fait. C'était de souligner comment cette piste fantôme n'a jamais refroidi. Personne n'a jamais trouvé de reste lié de manière concluante à Hitler. Et pourtant, le gouvernement américain continuait à surveiller, à écouter et parfois à chercher. Les points n'étaient pas reliés par de spéculations folles. Ils étaient reliés par de vraies évasions, de vrais documents et de vraies questions. Hitler aurait-il pu utiliser le même pipeline qui a permis à Eichmann de s'échapper? Quelqu'un avec ses ressources et avec des partisans fanatiques encore en place aurait-il pu orchestrer une disparition pendant que Berlin s'effondrait au-dessus de lui? Je ne dis pas qu'il a vécu sa vie en Argentine, a déclaré Höller. Je dis que la porte à cette possibilité n'a jamais été complètement fermée. Pour l'audience de Joe Rogan, habitué aux vérités brutales et aux questions sans filtre, ce n'était pas un complot. C'était un vide historique inconfortable, un vide qui, même des décennies plus tard, refuse d'être écarté. Les enquêtes personnelles de Norman. Norman Höller n'était pas content de se fier à de vieux documents et à des archives poussiéreuses. En tant que journaliste et chercheur, il voulait parcourir les chemins lui-même. C'est ce qui l'a amené en Amérique du Sud, en Argentine, au Chili et dans les villages de montagne où l'histoire persiste parfois dans des murmures plutôt que dans des gros titres. Lorsque Joe Rogan lui a demandé ce qui l'avait vraiment poussé à enquêter sur la prétendue route d'évasion d'Hitler, Höller n'a pas fléchi. Ce n'était pas une question de prouver un complot, a-t-il déclaré. C'était une question de poursuivre une question qui avait été trop facilement rejetée. Ce qu'il a trouvé là-bas n'était pas une preuve décisive. Il n'y avait pas de lettres signées, pas de photographie d'Hitler dans la jungle. Mais il y avait des habitants âgés avec de longs souvenirs des familles qui avaient vécu dans les mêmes zones reculées depuis les années 1940. Et certains d'entre eux se souvenaient de choses qui ne correspondaient pas à l'histoire officielle. Dans une ville le long de la frontière patagonienne, Höller a été présenté à un homme âgé connu seulement sous le nom d'Esteban. À travers un traducteur, Esteban a décrit son père travaillant sur un domaine privé au début des années 1950. L'employeur, a-t-il affirmé, était un grand homme allemand avec un sérieux boitement et une seule main fonctionnelle. Il n'a jamais donné de nom. Il parlait rarement. Mais tout le monde sur la propriété le traitait avec une sorte de révérence, une révérence craintive et silencieuse. Le père d'Esteban n'était pas autorisé à s'approcher de la maison principale. Il livrait des fournitures par une entrée latérale et s'en allait. C'était comme servir un fantôme, a déclaré le vieil homme. Il était là, mais on ne pouvait pas parler de lui.
Euler n'a pas présenté cela comme une confirmation. Il était prudent mesuré. Cela aurait pu être n'importe quel ancien officier, a-t-il admis. Mais le comportement, le secret et la chronologie m'ont fait prêter attention. Dans un autre village des kilomètres plus profondément dans les Andes, un guide local l'a conduit au reste d'une structure en pierre depuis longtemps envahie. Ce n'était pas grand-chose, juste un mur, une porte et des fragments de carrelage, mais les villageois disaient que cela avait autrefois été une cachette secrète. Ils l'appelaient la Casa del Alemán, la maison de l'Allemand. Les rumeurs disaient qu'un homme puissant y avait séjourné brièvement avant de disparaître à nouveau. Les notes de terrain, les photos et les croquis d'Euler ont aidé à peindre un tableau. Pas une preuve, mais une possibilité. Des pistes de personnes, de lieux et de légendes qui dansaient toutes autour d'un nom sans jamais le prononcer à voix haute. De retour sur G.R.E., Joe écoutait attentivement. Donc, tu ne dis pas qu'il a vécu là, Euler secoua la tête. Je dis que le monde a construit une issue de secours et le nazi le plus puissant de tous avait toutes les raisons et toutes les ressources pour l'utiliser. Ce n'était pas une accusation audacieuse. C'était une observation calme qui faisait que les lacunes de notre dossier historique semblaient un peu plus larges. Parce qu'au cœur du travail de Norman Euler, il n'y avait pas de déclaration mais une question. Pourquoi la mort la plus conséquente du XXe siècle a-t-elle si peu de faits solides? Et si même un fil dans l'histoire officielle ne tient pas, combien d'autres méritent un second examen? Pourquoi cela a-t-il encore de l'importance aujourd'hui? Alors que la conversation entre Norman Euler et Joe Rogan se poursuivait, il est devenu clair que ce n'était pas une question de pousser une théorie sauvage. Joe s'est penché en arrière, a réfléchi et a dit ce que beaucoup d'auditeurs pensaient, probablement. Même si c'est juste 1% possible, cela change tout ce que nous pensions savoir. C'est le cœur de pourquoi cette histoire reste. Pendant des décennies, la fin de la Seconde Guerre mondiale a été enseignée avec une finalité. Hitler est mort dans son bunker Berlin est tombé et les Alliés ont gagné. Cette clôture est devenue partie de la conscience mondiale, une encre dans l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. Mais quand quelqu'un comme Norman Euler, un auteur respecté et un chercheur ancré, commence à pointer des lacunes, cela n'enflamme pas un complot. Cela ravive une responsabilité. Parce que la vérité est que les gens ne se soucient pas de cette histoire pour la sensationnaliser. Ils s'en soucient parce que l'histoire laissée sans question devient fragile. Ce n'est pas une question de réécrire des manuels. C'est une question de s'assurer que nous ne faisons pas confiance aveuglément à des récits construits davantage sur la commodité que sur la confirmation. Norman l'a dit le mieux dans l'émission. Nous avons mis fin à la guerre la plus destructrice de l'histoire humaine sur un ensemble d'assumptions, pas sur des preuves. Au lieu de cela, j'ai apporté des preuves que Hitler pourrait avoir survécu à la Seconde Guerre mondiale. Alors que faire maintenant sa question ouvre une boîte de Pandore. Pensez à cela. On nous dit que l'homme responsable de millions de morts s'est tiré une balle, a été brûlé au-delà de toute reconnaissance, puis a été éliminé discrètement, rapidement, sans transparence. Les soviétiques qui ont trouvé les restes n'ont offert aucun corps, aucune photo et des histoires contradictoires au fil des ans. Pendant ce temps, le renseignement allié continuait à suivre des rumeurs de sa survie bien dans les années 1950. Alors pourquoi clore l'affaire? L'argument de Norman n'est pas que nous devons rouvrir chaque archive poussiéreuse. C'est que les historiens, surtout aujourd'hui, ont le devoir de questionner des conclusions bien rangées, de regarder à nouveau, de suivre des pistes, même quand elles semblent peu probables. Joe Rogan a fait écho à cette frustration. Vous parlez à des gens de cela, a-t-il dit, et ils agissent comme si c'était ridicule de même demander. Mais n'est-ce pas ainsi que l'histoire est mauvaise quand nous décidons que nous connaissons déjà la fin? Ce que fait l'histoire d'Euler, c'est défier cette idée. Elle ne remplace pas les faits par de la fiction. Elle éclaire là où nous avons cessé de regarder. Et dans la grande image, ce n'est pas seulement à propos de Hitler, c'est à propos de ce que nous acceptons comme vérité et de qui nous faisons confiance pour la définir. Ce chapitre de leur discussion a touché une corde sensible chez les spectateurs, en particulier les jeunes audiences qui n'ont pas grandi avec les récits de la guerre froide ou la propagande du XXe siècle. Pour eux, apprendre que l'histoire officielle de la mort d'Hitler pourrait avoir des trous n'est pas seulement choquant, c'est un appel à rester curieux. C'est pourquoi cette conversation est importante. Parce que Hitler soit mort dans ce bunker ou non, ce qui est indéniable, c'est que l'histoire a laissé de la place au doute. Et cet espace, cette chance de 1% dont parle Joe, est suffisante pour changer notre perception du passé, suffisante pour remettre en question combien d'autres moments de l'histoire ont été trop soigneusement emballés. Il est temps de tout dire. À la fin de la conversation sur le podcast de Joe Rogan,
Quelque chose avait changé non seulement dans la pièce, mais dans le ton de l'histoire elle-même. Norman Euler était assis en face de Joe, ne parlant plus comme un chercheur livrant des faits. Il ressemblait davantage à un témoin de quelque chose de plus lourd, quelque chose d'inachevé, quelque chose que le monde n'était jamais vraiment censé oublier, quoi. Vous savez, a déclaré Norman lentement, il est temps que nous disions tout non pas parce que c'est dramatique, mais parce que c'est en retard. Cette phrase a résonné comme un écho lent. Elle n'a pas été prononcée avec passion ou une tentative d'attiser la controverse. Elle a été dite avec conviction, avec une étrange forme de paix aussi. Comme quelqu'un qui avait passé des années à lutter avec des questions sans réponse pour finalement réaliser que peut-être la valeur ne résidait pas dans les réponses, mais dans la question. Joe a hoché la tête, les sourcils levés, la voix calme. Mec, c'est lourd. Et il avait raison. Ce n'était pas une théorie sauvage spirale dans un territoire conspirationnel. C'était une histoire, sur le silence, sur le coup, de ne pas poser plus de questions. Le point de Höller n'était pas qu'il savait que Hitler avait échappé. C'est que les preuves sur lesquelles nous avons construit l'histoire officielle semblent suspectement minces pour un événement aussi monumental. Et plus il voyageait, écoutait et creusait plus, ce silence commençait à sembler intentionnel. Pas dans un sens de couverture grandiose, mais dans la façon dont l'histoire préfère parfois des fins faciles plutôt que des vérités non résolues. Il a dit à Joe, « J'ai interviewé des gens en Amérique du Sud qui parlaient en énigme. Ils n'essayaient de convaincre personne de quoi que ce soit. Ils en avaient juste assez d'être ignorés. C'est ce qui rend cette interview si puissante. Elle reflète ce que Norman a apporté à la table, pas de preuves, sous la forme d'une arme fumante, mais la preuve que l'histoire officielle ne tient pas sous un examen sérieux. Et peut-être que c'est plus important car dans un monde noyé d'informations, le véritable danger n'est pas les théories folles, c'est l'apathie. C'est de supposer que nous savons déjà la vérité alors que personne n'a réellement vérifié les fondations depuis des décennies. Ce chapitre de l'interview ne semblait pas être une fin. Cela ressemblait à un début, un passage de flambeau d'un chercheur à un public curieux disant « Ne vous contentez pas d'écouter ce que j'ai dit. Allez lire, allez creuser, allez poser des questions. » Même Joe, connu pour son esprit ouvert, a marqué une pause avant de parler à nouveau. On pouvait voir que cela le touchait. L'idée que quelque chose que nous avons accepté pendant des générations pourrait ne pas être entièrement vrai, non pas pour des raisons de controverse, mais parce que cela mérite un nouvel examen. Le message de Norman n'était jamais de réécrire les livres d'histoire du jour au lendemain. C'était de donner la permission de s'interroger, d'admettre que nous avons peut-être été trop rapides à clore un chapitre qui était encore en cours d'écriture. Parce que parfois, la chose la plus dangereuse à propos d'un mystère n'est pas qu'il existe, c'est que les gens ont cessé de chercher. Que se passerait-il si dans notre empressement à la clôture, nous enterrions les questions qui comptent encore? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. À la prochaine.